Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série d'agro-webinaires du mardi, Voyage au cœur du vivant. Euh, donc cette nouvelle série est co-organisée par l'ACTA, Agrium et l'Académie d'agriculture de France. Et donc nous allons donc travailler sur le thème de la compétitivité des exploitations agricoles. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nos intervenants et poser vos questions en utilisant l'onglet questions-réponses donc sur Zoom. Le chat n'est à utiliser que pour partager des informations, mais pas pour poser des questions, hein. Pour les questions et obtenir des réponses, c'est au travers de l'onglet questions-réponses. Donc, pour introduire cette mini-série autour de la compétitivité des exploitations agricoles, nous accueillons aujourd'hui Vincent Châtelier et Laurent Piette de l'INRAE, donc chercheurs au sein de l'UMR Smart à Rennes. Et ils vont tous les deux nous présenter les résultats de leur étude Agrincom, conduite pour le compte du ministère de l'Agriculture, sur les revenus en agriculture. Grâce à cette présentation, ils vont nous donner un cadre de réflexion et des définitions qui nous sont utiles pour l'ensemble de cette mini-série autour de l'évaluation des revenus agricoles. Je leur donne donc la parole et c'est Laurent Piette qui va commencer pour lancer cette mini-série. Merci beaucoup Marianne, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme Marianne vient de le dire, avec Vincent, nous allons donc vous présenter des éléments sur les revenus des agriculteurs en France. Alors, tout d'abord, une petite introduction. En fait, comme l'a dit Marianne, la mini-série là, de webinaire concerne la compétitivité. Donc là, on vous a mis une définition de ce que c'est que la compétitivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la compétitivité, c'est surtout on se compare à d'autres. Voilà, donc ça peut être d'autres exploitations agricoles en France, mais ça peut être aussi évidemment la comparaison avec d'autres exploitations ou d'autres pays. Ça fait appel à la notion aussi de résilience, donc qui est la capacité d'une entreprise à résister aux chocs et à s'adapter aux perturbations. Et en fait, pour essayer de mesurer sa compétitivité, sa résilience, on a besoin d'évaluer sa performance, en fait, d'accord? Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, comme on est un peu l'introduction de cette mini-série, on va s'intéresser à une dimension, un aspect particulier de cette compétitivité et de cette résilience, qui est la performance. Alors, il y a traditionnellement, enfin, on a trois dimensions de la performance économique, la performance sociale, la performance environnementale. Et aujourd'hui, ce qu'on va aborder avec Vincent, c'est essentiellement autour de la performance économique et même un aspect particulier de la performance économique qui est donc le revenu dégagé par l'activité agricole. Alors rapidement, le plan de notre intervention, moi je vais dire vraiment mes quelques mots très rapides sur le projet dont Marianne a parlé, qui est le projet dans lequel s'inscrivent les travaux qu'on va vous présenter. Ensuite, je vous introduirai un peu les concepts et les notions de revenus agricoles. On va voir qu'il y a plusieurs définitions possibles, mais donc c'est pour bien fixer les idées et qu'on sache après de quoi on parle et surtout qu'on soit bien au clair sur ce que Vincent va nous présenter dans les parties suivantes qui vont plutôt aborder les questions de niveau de revenus, d'évolution des revenus, d'hétérogénéité des revenus, etc. Alors, donc rapidement, quelques mots sur le projet Agrincom pour situer un petit peu d'où on parle, Vincent et moi, pour cette intervention. C'était un projet donc, qui a été financé dans le cadre d'un appel à projet du Centre d'évaluation et de prospective, d'études et de prospective, pardon, du ministère de l'Agriculture, qui était en 2018. Donc, on a travaillé en 2019-2020, on a publié nos travaux, etc. Et donc, c'est vrai que maintenant, on valorise un petit peu ce travail. Donc, ça a été coordonné par INRAE. On était plusieurs unités de recherche et plusieurs scientifiques impliqués. Et il y avait quatre objectifs en fait à ce projet. D'une part, revenir sur les différentes définitions du concept de revenu agricole, les indicateurs et les sources de données qu'on utilise pour travailler sur ces questions, décrire le plus précisément possible la diversité des revenus des agriculteurs et ensuite analyser les déterminants qui président à la construction de ce revenu
et les arbitrages que les agriculteurs peuvent faire entre rémunération immédiate de la main-d'œuvre et rémunération différée. On va y revenir tout à l'heure. Et enfin, il y avait aussi étudié l'impact de certains instruments de soutien du revenu, notamment les aides du premier et du deuxième pilier de la PAC. Donc aujourd'hui, on ne va pas aborder l'ensemble de ces questions-là, mais on va surtout revenir sur les deux premiers points. Donc, si vous voulez tout savoir sur ce projet, on a publié un rapport, un article de synthèse et une note de synthèse. Donc, on a mis des liens vers les PDF. On a aussi donc réalisé 13 publications scientifiques, dont un numéro spécial en français dans la revue Économie rurale. Vincent vous présentera ça plus en détail à la fin. Et puis voilà, donc je vous disais, on a aussi fait des interventions dans des conférences scientifiques, des séminaires, des webinaires, donc comme aujourd'hui. Et en fait, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces liens et l'ensemble de ces publications sur la page du site internet de notre unité, ou qui a une page dédiée à ce projet. Alors, là maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail des définitions de ce qu'on appelle les revenus agricoles. Donc l'idée, c'est pas de faire un cours de comptabilité agricole, hein. Je ne suis pas prof de comptabilité, donc je suis pas capable, mais c'est vraiment de revenir, comme je le disais tout à l'heure, sur les concepts pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors en fait, quand on parle de revenus agricoles, on peut schématiquement distinguer trois approches qui dépendent de l'échelle d'analyse qu'on a. À l'échelle macroéconomique, en fait, on va s'intéresser à la richesse qui est produite par l'ensemble des exploitations agricoles, par la branche, en fait, le secteur agricole. Et donc là, on s'intéressera plutôt à la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, la VABCF, ou au revenu net de la branche agricole. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont diffusés par l'INSEE dans le cadre de la comptabilité nationale et qui sont présentés 2 fois par an lors de la Commission des comptes de l'agriculture de la nation, la CCAN. Et donc il y a des publications 2 fois par an par l'INSEE et le Agrest, le service statistique du ministère, sur ces approches macroéconomiques. Alors, c'est intéressant ces approches macroéconomiques pour faire des comparaisons non seulement entre secteurs économiques, mais aussi entre pays, et notamment au sein de l'Union européenne, entre États membres de l'Union européenne, puisque Eurostat utilise les mêmes indicateurs, cette VABCF et RNBA, ça ne s'appelle pas pareil au niveau européen, au niveau Eurostat, mais ce sont les mêmes indicateurs qui sont calculés dans tous les États membres de l'Union européenne, et donc ça permet ces comparaisons entre pays. Par contre, ça dit peu de choses au niveau enfin, ça dit même pas grand-chose au niveau microéconomique et entre spécialisation agricole, donc entre secteurs, entre producteurs de céréales, entre éleveurs, entre viticulteurs, etc. Ça, cette approche macroéconomique ne donne pas de détails et donc on est obligé, pour avoir ces comparaisons entre secteurs et avoir une idée de la dispersion des revenus, d'aller sur des analyses microéconomiques à l'échelle, alors il y a 2 échelles en fait à ce niveau-là. Il y a l'échelle d'abord de l'entreprise agricole. Et ici, on va utiliser des indicateurs comme l'excédent brut d'exploitation, EBE, le résultat courant avant impôt, RCAI, les prélèvements privés, etc. Donc je vais revenir sur ces notions tout à l'heure, mais ce qu'il faut voir là, c'est bien qu'on est au niveau de l'entreprise, et c'est en fait la richesse qui est dégagée par l'activité agricole, qui peut être soit réinvesti sur l'exploitation elle-même. C'est pour ça qu'on va parler de patrimonialisation. C'est comme ça qu'en fait on crée un capital, un patrimoine professionnel. Mais cette richesse, elle peut aussi être prélevée par l'agriculteur, qui est un producteur indépendant. Elle peut être prélevée pour satisfaire ses besoins de consommation de sa famille, de son ménage, pour les études des enfants, etc., etc. Mais là, on est bien à l'échelle de l'entreprise. Mais on peut aussi avoir à cette échelle microéconomique l'approche du ménage. Et là, à ce moment-là, il faut regarder l'ensemble des revenus qui peuvent être reçus par ce ménage. Et donc, ça peut être des revenus d'activités salariées ou non salariées autres qu'agricoles, à la fois parce que l'agriculteur peut être plus réactif, mais il peut aussi avoir un conjoint qui peut avoir des ressources hors agriculture. Il y a des revenus qui viennent des transferts, il y a des revenus du patrimoine, etc. Donc on prend l'ensemble de ces autres sources de revenus du ménage. Ça nous donne le revenu global du ménage, et ce revenu global du ménage, il peut être utilisé soit pour de la consommation aussi privée au niveau du ménage, mais il peut lui aussi être en fait investi sur l'exploitation. Et donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a
un trait vertical mais qui est en pointillé, il peut y avoir une porosité en fait entre le ménage et l'entreprise. C'est ce qui parfois crée un peu des difficultés de compréhension. Donc maintenant, vu ce que va nous présenter Vincent dans la suite, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les indicateurs microéconomiques à l'échelle de l'entreprise. Je vais essayer de vous présenter ça de façon didactique pour qu'on sache bien où on se trouve. Donc, tout part de la production, de la valeur de la production. Donc, c'est la production, le chiffre d'affaires, la production vendue. On tient compte aussi des variations de stock, de la production autoconsommée, des produits divers, et on enlève les achats d'animaux. Donc, cette valeur de la production, on peut lui enlever les consommations intermédiaires, donc les dépenses en engrais, en aliments du bétail, etc. Ça nous donne la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, si on lui ajoute les subventions d'exploitation, donc notamment celles qui proviennent de la PAC, on peut ajouter aussi les éventuelles indemnités d'assurance qui seraient perçues par l'exploitation. On enlève les loyers et fermages, les impôts et taxes, mais donc là, c'est bien les impôts et taxes payés par l'entreprise, pas les impôts payés par l'agriculteur en tant qu'individu. Donc, ce n'est pas l'impôt sur le revenu de l'agriculteur, c'est bien les impôts et taxes payés par l'entreprise. Et on enlève les charges de personnel lorsque, éventuellement, on a des salariés. Tout ça, ça nous donne un indicateur, un premier indicateur que vous connaissez sûrement, qui est l'excédent brut d'exploitation, qui est déjà une première mesure de la performance de l'entreprise. Mais ensuite, à partir de cet excédent brut d'exploitation, on peut aller un petit peu plus loin dans le compte de résultat et on tient compte des produits financiers, donc des éventuels placements de l'entreprise, et on va enlever les charges financières et les amortissements. Donc ça représente un peu le coût du capital, si vous voulez. Mais sauf que les charges financières, ça va être juste les emprunts remboursés par les intérêts des emprunts remboursés par l'exploitation. Donc, vous savez, quand on emprunte de l'argent à la banque, on rembourse une annuité ou une mensualité qui contient à la fois une partie des intérêts de l'emprunt et aussi du capital restant dû. Là, ici, on enlève donc dans ces charges financières, on n'enlève que les intérêts des emprunts. Et par contre, on enlève aussi les amortissements, c'est-à-dire ça représente la valeur qu'on met de côté en fait finalement pour le renouvellement du matériel, du capital, etc. Et c'est ça qui nous donne l'indicateur du résultat courant avant impôt. Donc RCAI, l'indicateur important à retenir. À partir de ce résultat courant avant impôt, on peut tenir compte du résultat exceptionnel, donc il y a des produits et des charges exceptionnelles, et ça nous donne le résultat de l'exercice. Ça, cette ligne-là, c'est les indicateurs vraiment dans une approche comptable. Mais je vous disais, les amortissements, en fait, ça représente la dépréciation du capital, mais en fait, ce ne sont pas des vrais décaissements, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui sort vraiment de la trésorerie de l'exploitation, contrairement aux intérêts des emprunts qu'on va payer. Les amortissements, ce sont des écritures comptables. Il n'y a pas de réel décaissement. Et donc, on peut avoir une approche plutôt trésorerie à partir de l'EBE, où on va en fait tenir compte des produits financiers là aussi, mais au lieu d'enlever seulement les intérêts et les amortissements, on va enlever l'intégralité de l'annuité, c'est-à-dire non seulement les intérêts, mais aussi le capital restant dû. Et là, c'est un vrai décaissement qui sort, c'est de l'argent qui sort de la trésorerie. Et ça va nous donner finalement ce qui est disponible au niveau de l'exploitation pour l'agriculteur, pour qu'il soit, il réutilise ce disponible pour investir ou autofinancer ses investissements sur l'exploitation, ou alors faire des prélèvements privés qui vont venir abonder le revenu du ménage. Donc, vous voyez, on a ces deux approches, comptable en ligne et puis là qui part vers une approche trésorerie avec le disponible. Là, on se situe bien à l'échelle de l'entreprise, de l'exploitation. Et donc là, on utilise des sources de données qui sont celles issues des centres de gestion ou du RICA, le réseau d'information comptable agricole. Le réseau d'information comptable agricole, qui est une enquête en fait européenne, avec des normes européennes, et qui est conduite en France par le ministère de l'Agriculture, et qui présente l'avantage d'harmoniser, d'avoir une approche qui est vraiment uniforme pour toutes les exploitations de l'échantillon, notamment par exemple dans le calcul des amortissements, par rapport à ce que peuvent faire les centres de gestion, il peut y avoir certaines disparités d'approche entre centres. Donc là, on était bien à l'échelle des entreprises, de l'entreprise. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le résultat de l'entreprise, on va avoir certaines réintégrations ou déductions qu'on dit extra-comptables. Vous voyez qu'on n'est plus dans la comptabilité de l'exploitation. On va tenir compte aussi des charges sociales qui sont payées par l'exploitant.
Dans les formes sociétaires, on va tenir compte des parts sociales des différents associés pour affecter en fait la part du résultat de l'exercice qui revient à chacun. Et c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle les bénéfices agricoles. Et en fait, c'est à partir de ces bénéfices agricoles que l'agriculteur va déclarer en fait ce qui va servir d'assiette pour le calcul de son impôt sur le revenu ou de ses cotisations sociales à la MSA. D'accord? Mais donc là, on n'est plus dans l'exploitation, on est bien au niveau de l'exploitant, de l'individu. Et à ce moment-là, les sources de données qu'on utilise, ce sont les sources fiscales du ministère des Finances ou les sources de la MSA, la Mutualité sociale agricole. Aujourd'hui, il y a une déclaration qui est unifiée. En fait, l'agriculteur ne déclare qu'une fois à ces deux organismes. Mais on peut aller encore plus loin. C'est le petit schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut tenir compte de l'ensemble des autres revenus du ménage, donc les autres revenus d'activité, les revenus fonciers, les revenus du patrimoine, les prestations sociales, etc. Ça nous donne le revenu disponible à l'échelle du ménage. Et là, on va tenir compte de la composition du ménage à travers le calcul de ce qu'on appelle des unités de consommation. On va diviser ce revenu disponible par le nombre d'unités de consommation du ménage et c'est ce qui va nous définir le niveau de vie. Donc, lorsque vous voyez des publications de l'INSEE ou du ministère de l'Agriculture qui parlent de niveau de vie, c'est à ce niveau-là qu'on se situe. C'est bien au niveau du ménage, et ni de l'agriculteur, et encore moins de l'entreprise agricole. Et c'est à partir de ce niveau de vie, on va comparer ce niveau de vie de chaque personne dans le ménage à 60% de la médiane du niveau de vie national des autres ménages, de l'ensemble des ménages français. Et c'est à partir de cette comparaison qu'on va déterminer un taux de pauvreté. C'est-à-dire que si votre niveau de vie à vous est en dessous de 60% de la médiane du niveau de vie moyen, enfin du niveau de vie médian, pardon, dans la population française, et ben vous êtes pauvre en termes de monétairement, d'accord? Si vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas pauvre monétairement. Et donc là, dernier cadre, on est bien à l'échelle du ménage. Et là, les sources qu'on utilise, eh ben, ce sont à nouveau les sources fiscales, puisqu'on part des bénéfices agricoles et des autres revenus qui sont déclarés par les individus du ménage. Et on utilise aussi les autres sources de l'INSEE pour pouvoir faire ces comparaisons avec les autres ménages non agricoles. Quelques enseignements de ce schéma. Donc, pardon, oui, juste pour vous dire que Vincent, maintenant, dans ce qu'il va vous présenter dans la suite, on se situe bien au niveau du résultat courant avant impôt. Alors, pourquoi on a choisi ce résultat courant avant impôt? C'est parce que nous, on considère que c'est un bon indicateur de la rémunération du travail qu'on va qualifier de potentiel. Puisque vous voyez, c'est une approche comptable, mais en fait, le RCAI présente l'avantage d'avoir un niveau équivalent au prélèvement privé à long terme. Dans le projet de recherche, la Greencom, on a conduit une étude donc, qui, à l'époque, a porté sur la période 2003-2017. Et on s'est aperçu qu'au niveau France entière, toutes orientations de production confondues, le RCAI présente un niveau équivalent au prélèvement privé. Vous voyez, c'est les deux courbes bleu clair et bleu foncé, là, à peu près. En moyenne, on est à peu près au même niveau. L'avantage du RCAI, c'est qu'il présente les fluctuations conjoncturelles de l'activité qui sont à peu près les mêmes que celles que les bénéfices agricoles et donc qui montrent bien en fait comment l'activité est plus ou moins rémunératrice d'une année sur l'autre. Les prélèvements privés, eux, sont intéressants en ce sens qu'ils sont moins volatiles et ils montrent bien qu'il y a un certain lissage de la rémunération qui est effectué par les agriculteurs, en ce sens que vous voyez par exemple 2009 qui a été une très très mauvaise année, le RCAI a plongé. Bah, les agriculteurs, ils ont prélevé un petit peu moins que d'habitude, mais ils ont quand même prélevé plus que le RCAI parce qu'il fallait bien continuer à faire face à leurs dépenses. Par contre, vous voyez que les bonnes années comme 2007 ou 2011-2012, ils auraient pu prélever plus, mais finalement, ils n'ont pas prélevé autant que le RCAI. Donc, les prélèvements privés opèrent un certain lissage de la rémunération effective. Mais toujours encore une fois, en niveau, en moyenne, le RCAI, les prélèvements privés, à long terme, sont à peu près de même niveau. Alors que les bénéfices agricoles, eux, en moyenne et sur le long terme, on a trouvé qu'ils étaient très inférieurs de 30% dans notre étude, au RCAI. Et donc là, vous voyez maintenant que c'est parce qu'on n'est pas du tout au même niveau et qu'il s'est passé beaucoup de choses entre le calcul du RCAI et le calcul des bénéfices agricoles. Donc pour nous, lorsqu'on a des résultats qui sont diffusés en termes de revenus agricoles et qui se basent pour les bénéfices agricoles, bah pour nous, ils sont plutôt sous-estimés, quoi. Donc ce n'est pas un bon indicateur pour nous. Euh, alors, pourquoi le faire quand même? Vous pourriez me dire, ben, en fait, c'est intéressant quand même d'utiliser les bénéfices agricoles parce c'est utile pour faire des comparaisons.
C'est ce que fait l'INSEE, par exemple, ou ce qu'a fait récemment le ministère de l'Agriculture aussi. Ça permet de comparer avec les autres ménages agricoles, parce que c'est le seul indicateur qui est commun avec ces autres ménages. Donc ça permet de retrouver, par exemple, que les revenus agricoles représentent en moyenne un tiers du revenu global des ménages agricoles dans la dernière étude du ministère de l'Agriculture. Ça permet de montrer aussi que le niveau de vie médian des ménages agricoles est comparable à celui de l'ensemble des ménages français. Et vous voyez où on se situe dans mon schéma de tout à l'heure. Et là aussi, ça permet de calculer, par exemple, que 16% des ménages agricoles sont sous le seuil de pauvreté contre 14% des autres ménages. Alors, donc c'est intéressant pour faire ce genre de comparaison. Il n'y a qu'avec cet indicateur-là qu'on peut faire ce genre de comparaison, mais il y a des limites. Et donc, notamment, la pertinence de cet indicateur des bénéfices agricoles, puisque je vous disais que nous, on a trouvé qu'il était inférieur au RCAI, qui est un meilleur indicateur de revenus pour nous. Et puis, bon, il y a aussi l'histoire des périmètres des ménages qui sont pris en compte. Quand on regarde les bénéfices agricoles, on peut parfois regarder des ménages qui ont des bénéfices agricoles, mais que nous, on ne définirait pas vraiment comme des ménages, des ménages d'agriculteurs, quoi, en fait. Et puis, l'autre notion, l'autre limite, c'est que là, quand on regarde cet indicateur-là, on ne s'intéresse qu'à la pauvreté monétaire. Or, cela ne reflète pas complètement la pauvreté en conditions de vie. Donc, je prendrai juste deux exemples pour que vous voyez de quoi je parle quand je parle de pauvreté en conditions de vie. Certains travaux ont montré que il y a 85% des agriculteurs qui sont propriétaires de leur résidence principale, alors que c'est à peine 55% pour les autres ménages dans la population française. Donc forcément, vous n'avez pas tout à fait les mêmes conditions de vie quand vous êtes propriétaire de votre logement ou quand vous ne l'êtes pas. Et le deuxième exemple, c'est que bah, évidemment, les agriculteurs peuvent autoconsommer certaines productions de l'exploitation. Et donc, par exemple, ces travaux estiment que 60% des agriculteurs autoconsomment une partie de leur consommation alimentaire, alors que c'est seulement 20% dans les ménages non agricoles. Et puis, il y a un dernier point, donc on n'a pas trop le temps d'aborder aujourd'hui, en tout cas dans la présentation, c'est la constitution de ce patrimoine professionnel qu'on a vu à partir des investissements, qu'en fait, on peut considérer comme représentant une rémunération différée, c'est-à-dire que l'agriculteur ne prélève pas tout de suite cet argent pour se rémunérer immédiatement, mais va espérer, en fait, obtenir une rémunération plus tard, au moment où, en fait, il va arrêter son activité et qu'il pourra revendre son exploitation. Il va pouvoir valoriser ce patrimoine et donc c'est une rémunération différée espérée, on va dire. Voilà, donc ça c'était, je vous ai situé un petit peu les différents indicateurs pour qu'on sache bien de quoi on parle et maintenant je vais passer la main à Vincent qui va vous présenter les résultats plus chiffrés. Donc, merci, merci Laurent. Donc, je vais vous présenter quelques résultats qui sont issus d'un traitement qu'on a appliqué aux données du réseau d'information comptable agricole, donc qui est une base de données représentative des résultats des exploitations agricoles françaises d'une certaine taille. Donc, je vais vous présenter des flashs, hein, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de ce qu'on a pu faire, et pour fixer un peu les ordres de grandeur. Alors, on est désolé, on n'a pas encore les données 2024 du RICA, mais on a pu traiter de 2010 jusqu'à 2023. Donc, le premier flash que je voulais partager, c'est la question de comment a évolué le revenu quelque part au fil du temps. Alors, au fil du temps, sur l'agriculture française, on a eu la moins bonne année, c'est 2016. En fait, on avait cumulé à cette période-là à la fois une très mauvaise conjoncture céréalière avec une chute de récolte de l'ordre de 35%, avec une conjoncture laitière, rappelons-nous, qui était très mauvaise. Donc, quand on touche à deux grandes productions majeures que sont les céréales et le lait, eh bien, on a un résultat qui était très faible en 2016. La meilleure année des 15 dernières, et peut-être même de tout le temps, ça a été l'année 2022. Donc 2022, on a atteint un RCAI par UTA non salarié de 58 700 euros. C'est la moyenne française sur l'ensemble des exploitations agricoles du RICA. Si bien qu'on est à des niveaux qui sont quand même très nettement supérieurs à la moyenne décennale ou des 15 dernières années, 35 000 euros en moyenne sur les 15 dernières années, en euros constants de l'année 2023. Donc on ne peut pas dire, par exemple, qu'il y a une dégradation des revenus en agriculture française au cours de la période récente, même s'il y a plein de débats et des tensions qui se sont exprimées. Alors évidemment, le graphique qu'on vient de présenter, on va dire toute production confondue, on peut le décliner en fonction des spécialisations productives. Donc là, je vais vous mettre un certain nombre de schémas qui présentent pour différentes catégories d'exploitation quelle a été l'évolution du revenu.
Le premier ici, ce sont les céréaliers spécialisés, ceux qui n'ont pas beaucoup de grandes cultures, pommes de terre, etc. Vraiment spécialisés céréales et oléoprotéagineux en général. Donc on voit bien qu'on a une très très forte variabilité du niveau de revenu, avec des bonnes années, on n'en a pas eu beaucoup finalement depuis 10 ans, hein. On a eu 2021, 2022, et puis on a eu 2016 catastrophique, 2023 catastrophique. Donc on a eu beaucoup comment dire, de variations de revenus chez les céréaliers spécialisés. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les expressions publiques lors des crises. Pour ce qui est des exploitations de grandes cultures, donc celles plutôt situées au nord de la France, hein, qui cumulent des céréales, mais avec d'autres spéculations végétales, je pense à la pomme de terre, à la betterave, au lin, etc., les niveaux de revenus sont nettement supérieurs aux céréaliers spécialisés. On a un peu le même spectre, mais quand même, il y a eu moins de nombreuses années de difficultés en grande culture. En viticulture, il y a aussi des variations, mais elles sont moins violentes que celles qu'on observe dans le secteur céréalier. Dans le secteur laitier, on peut quand même dire depuis quelque temps qu'il y a une amélioration du revenu des laitiers, en moyenne française, hein, tout ça, avec évidemment des variations sur lesquelles je vais revenir. Mais globalement, on est vraiment dans une période d'amélioration. 2022 par rapport à 2016, il y a 40 000 euros de revenus par actif agricole dans les exploitations laitières, donc c'est tout à fait substantiel. Pour ce qui est des bovins viande, ben, en fait, la moyenne n'est pas élevée. La moyenne sur les 15 dernières années, c'est 21 000 euros. Donc, c'est une des plus faibles de toutes les OTEX. Mais en fait, il y a moins d'effets conjoncturels. Il y a une stabilité aux alentours de entre 15 et 25 000 euros. Et puis, pour la polyculture élevage, on a un effet qu'on retrouvait dans la première diapo, là en haut, à gauche, celle des céréaliers. Alors, comment on peut hiérarchiser les exploitations en France suivant le niveau de revenu? En gros, quelles sont celles qui gagnent beaucoup, quoi? Et si on fait un calcul sur 15 ans, bah, numéro 1, grande culture, avec une moyenne de près de 60 000 euros par actif agricole. Numéro 2, viticulture, on le verra, avec une très grande diversité. Numéro 3, le secteur porcin. Si on raisonne sur les 4 dernières années, parce que là, c'est long terme, mais sur 4 dernières années, le secteur porcin est évidemment, j'ai envie de dire pour les connaisseurs, largement en tête de toutes les spéculations agricoles. Alors, à l'inverse, quelles sont les spéculations, les orientations productives pour lesquelles le niveau de revenu objectivement est faible? Bon, bah, c'est les productions d'herbivores. Voilà. Bovin viande, qui est le texte la moins bien rémunéré quelque part, hein, de l'ensemble des spéculations étudiées, les ovins caprins, les bovins mixtes, la polyculture élevage, les bovins laits. Donc, il est vrai de dire aujourd'hui que dans l'agriculture française, le parent pauvre de l'agriculture française sur les 15 dernières années, ça reste l'élevage, même si, fort heureusement, les dernières années ont été, notamment en lait, meilleures. Alors, est-ce que le revenu varie en fonction de la taille de l'exploitation exprimée au regard de sa surface agricole utile? De manière très claire, hein, il y a un effet taille, il y a un effet quelque part productivité du travail. On voit bien qu'en grande culture, les exploitations de plus de 200 hectares, la moyenne sur les 4 dernières années, c'est à 117 000 euros. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Il y a un effet par rapport aux plus petites qui sont à 30 000. Donc il y a un effet SAU qui s'observe beaucoup en céréales, beaucoup en grande culture, qui est un peu moins visible dans les activités d'élevage parce qu'évidemment, les grandes exploitations, souvent des grands GAEC, les grandes exploitations mobilisent aussi beaucoup d'emplois, donc il faut diviser le revenu par les actifs. Alors qu'en grande culture, des fois, il y a une mécanisation, un recours à la mécanisation qui permet d'obtenir des revenus qui sont supérieurs. Autre flash que je voulais partager avec vous, la question des aides directes. Donc à l'heure où nous sommes dans une réflexion sur l'avenir de la PAC, hein, sur les futurs soutiens après 2027 qui seront alloués à l'agriculture française, eh bien, on s'interroge un peu sur la dépendance des agriculteurs aux aides directes de la PAC, qu'elles soient ici du premier pilier et du deuxième pilier, même si ça n'a pas la même signification. Donc, un chiffre à retenir, en moyenne sur 15 ans, donc ce n'est pas un petit calcul sur une année, sur 15 ans, les aides directes représentent les 3/4 du RCI. Toute exploitation confondue. Donc, en mélangeant ici la viticulture, les céréales et les bovins viande. Donc, c'est 75% d'être dans le revenu. Avec des années, les bonnes années, quand le revenu est très important, les aides sont d'un montant équivalent à quasiment tous les ans. Mais quand on est dans une bonne année, il y a eu un effet de dilution. Donc, en 2022, les aides ont représenté que 47%, entre guillemets, du revenu, alors qu'en moyenne nationale, nous étions à 111% du revenu en 2016.
donc un effet d'atténuation. Alors évidemment, la dépendance aux aides, elle est très variable suivant les exploitations agricoles, donc toujours de manière robuste sur 15 ans, qu'est-ce que ça donne? Donc la moyenne, 74%, mais les bovins viande, ici, sont à 200% d'aide dans le revenu. Donc en gros, quand vous avez 20 000 euros de revenus, vous avez 40 000 euros d'aide. Les ovins étaient à 160 à peu près, les céréaliers spécialisés plutôt 126%, les laitiers sont à 83%, et puis à l'inverse, hein, les spéculations qui n'avaient pas été concernées par les réformes passées de la PAC, je pense à l'horticulture, la viticulture, le maraîchage, ont des niveaux de dépendance qui sont très faibles. Et pour les porcins, ça dépend beaucoup, les volailles, ça dépend beaucoup du système technique adopté. Est-ce qu'ils ont beaucoup de surface agricole attenante à l'élevage, ou au contraire, est-ce que ce sont des exploitations, on va dire, plutôt hors sol, entre guillemets. Alors, cette dépendance, ce fameux taux là de 74%, finalement, est-ce qu'il varie en fonction des types d'exploitation, on l'a dit, mais aussi en fonction de la taille des exploitations? En fait, ce qu'on observe ici, c'est que les grandes exploitations, prenons par exemple ici les céréaliers spécialisés, les grandes exploitations de plus de 200 hectares, le taux de dépendance aux aides directes, il est de 70%. Donc, il n'y a pas d'effet de dilution. En fait, on aide au prorata du revenu autant les grands que les petits, mais pour des montants qui sont différents, et ce qui renvoie à des débats qu'on peut avoir sur le ciblage des aides, évidemment. Et pour les bovins viande, c'est pareil, les bovins viande de grande taille, quelque part, sont dépendants à l'égard des aides directes. Alors, c'est logique, c'est lié aux critères d'attribution tels qu'on les a eus depuis de nombreuses années. Alors, une question qui est importante, c'est la dispersion du revenu et son évolution. Alors là, vous allez, un peu comme tout à l'heure, on va regarder, alors je vais le présenter pour le premier pour bien comprendre. Là, on a P10 jusqu'à P90. P90, c'est en fait la valeur du décile des 10% qui ont les revenus les plus élevés, si vous voulez. Donc, pour les céréaliers, en calcul sur les 14 dernières années, les 10% ayant le niveau de revenu le plus élevé, la moyenne est de 85 000 euros. Alors ça, c'est valable sur les 15 ans, et puis après, on a séparé, il y a plusieurs couleurs pour 2023, 2020, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc globalement, on voit bien que chez les céréaliers spécialisés, vous avez au moins 30% des exploitations pour lesquelles les niveaux de revenus, en fait, sont objectivement faibles. C'est-à-dire, là, on est sur du 12 000 euros, donc c'est très faible. Ça montre bien l'existence d'une très grande hétérogénéité interne à chaque type de production pour ce qui est des revenus. Alors, on peut le décliner en grande culture, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on pourrait passer du temps à expliquer ça. En grande culture, c'est pareil, sauf que les meilleurs, et ça qu'il faut retenir, les meilleurs en grande culture sont à 135 000 de revenus, alors qu'en céréaliers spécialisés, les 10% les meilleurs sont à 84. En viticulture, là, on décolle aussi, on arrive à 143 000 euros pour les 10% les meilleurs, mais avec une hétérogénéité chez les viticulteurs, qui n'est pas sans lien à l'actualité et à toutes les tensions qu'il y a dans le secteur, qui est absolument important, difficilement comparable d'un petit producteur du sud-ouest de la France et puis d'un producteur de Bourgogne ou de Champagne, etc. Donc, on a toute cette diversité. En bovin-lait, la diversité, elle existe. Les niveaux de revenus des meilleurs, les 10% les meilleurs, sont quand même très loin derrière les grandes cultures, hein. On est à 60 000 euros pour les meilleurs en lait contre 135 000 en grande culture. Ce n'est pas la même courbe. Pour les bovins viande, ce que je viens de décrire, c'est encore plus accentué. Les 10% les meilleurs en bovin viande, ça a été 45 000 euros. 45 000 euros, ce n'est même pas la médiane des grandes cultures. Donc, on est le meilleur dans sa catégorie, mais si on se compare aux autres, on se désole un peu. Et puis polyculture élevage, 70 000 euros. Donc, au travers de ces graphiques, ce qu'on essaye d'exprimer, c'est l'hétérogénéité des niveaux de revenus et surtout, est-ce qu'il y a une constance dans le temps de cette hétérogénéité? Alors, on peut s'interroger quels sont les secteurs les plus hétérogènes. On va prendre qu'une seule couleur pour se simplifier la tâche actuellement. Là. On va prendre P80 moins P20. C'est-à-dire quoi? On regarde l'écart de revenus entre le décile, le deuxième décile et le huitième décile. Donc ici, on est là et on voit qu'en fait, il y a un écart qui est très fort en viticulture, en production porcine et en grande culture. Et en fait, l'écart est d'autant plus petit que les niveaux de revenus de ceux qui atteignent les hauts niveaux de revenus sont faits par rapport aux autres. C'est-à-dire que parfois on dit les écarts de revenus sont très importants en élevage. Oui, ils sont très importants, je suis d'accord, mais ils sont nettement moins importants que ce qu'on observe en viticulture, en porc et en grande culture. Donc l'élevage, si je veux simplifier mon propos, c'est l'élevage d'herbivores, c'est là où on a les plus faibles revenus moyens
Et c'est là où on a aussi la plus faible dispersion des revenus par actif agricole familial. Alors on peut s'interroger aussi, mais finalement, est-ce que la disparité des revenus, elle s'accroît? Est-ce que les écarts de revenus s'accroissent? Ou au contraire, est-ce qu'au fil du temps, parce que finalement les exploitations les moins performantes disparaissent au fur et à mesure, est-ce que finalement les écarts de revenus se limitent au fil du temps? Alors on a fait un travail ici, toujours avec les mêmes 6 catégories. Bon, en gros, on voit bien pour les céréaliers, en 2022, on a eu des écarts de revenus extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, les écarts de revenus sont très importants les années où les niveaux de prix des produits sont élevés. En fait, les meilleurs, je vais le dire de manière triviale, mais les meilleurs font jackpot. Les meilleurs font jackpot les bonnes années. Alors, on le voit en céréales, ce n'est pas une question de date. On ne peut pas dire au fil du temps, voilà, on a une baisse de l'hétérogénéité. Non, l'hétérogénéité des niveaux de revenus dépend de la conjoncture économique. Donc ça va, ça vient. Il y a des périodes où on a peu d'hétérogénéité, parce qu'en fait, personne ne profite d'une bonne conjoncture. Et l'année où il y a des bonnes conjonctures, comme 2022, ça a été l'année où on a eu le plus d'écart en céréales, en grande culture, ici, en viticulture aussi, ici, en bovin lait, en bovin viande, alors donc ça marche à tous les coups, on gagne, et ça marche également en polyculture élevage. C'est-à-dire qu'en fait, le message, c'est qu'il n'y a pas de réduction, hein. Si on prend les laitiers, il n'y a pas de réduction des écarts de revenus. C'est faux. Il y a une accélération des écarts de revenus en situation de bonne conjoncture économique. C'est ça le message un peu synthétique qu'on partage. Alors ensuite, pour aller un peu plus loin, et tout ça, ça a été publié, hein, pour aller un peu plus loin, on s'est interrogé pour discuter de quels sont les critères qui jouent sur les écarts de performance. Et en fait, on en a retenu 3. Alors, loin de nous l'idée de penser que ce sont les meilleurs, etc. Mais on pense quand même qu'ils ont de la validité. Alors, il y a 3 critères qui sont retenus et c'est utile de bien les prendre en considération parce que je vais les réutiliser ensuite. La productivité du travail, c'est-à-dire qu'en gros, pour gagner sa croûte en agriculture, il faut avoir un chiffre d'affaires avec aide ramené à l'emploi agricole. Le deuxième critère, c'est qu'il ne suffit pas d'être gros, entre guillemets, comme on dit parfois, pour s'en sortir. Il faut aussi être efficient dans l'utilisation des consommations intermédiaires. Donc, il faut être capable de générer de la production quand on mobilise un intrant. Donc, il faut que l'utilisation d'un intrant génère de la valeur ajoutée. Et ça, c'est en lien avec beaucoup de réflexions sur le conseil en agriculture. Donc, c'est l'efficience productive, deuxième critère. Et le troisième critère, ce n'est pas le tout, en fait, d'être productif, d'être efficace si vous devez tout au banquier. Si en gros, vous avez des surinvestissements dans votre structure, vous êtes capable, en dépit de ces 2 grandes qualités, d'avoir un mauvais revenu in fine. Et en fait, je vais proposer une méthode assez simple qui permet de répartir les 300 000, entre guillemets, exploitations agricoles du RICA, suivant une grille qui croise ces 3 indicateurs. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de montrer que un revenu s'obtient de différentes façons. On peut parfois avoir une exploitation moyenne qui va bien s'en sortir, ou une exploitation très grande qui va se planter, ou une exploitation très grande qui va super bien s'en sortir. Et c'est ça l'objet de ce qui va suivre. Alors, j'ai construit un tableau qui croise ces indicateurs. Donc là, on a le premier indicateur, la production agricole, avec 4 classes. Les exploitations de moins de 70 000, les exploitations de plus de 150 000 euros de production agricole par UTA. On a un deuxième critère qu'on cumule derrière, qui est l'efficacité productive avec 4 seuils, moins de 1,60, plus de 2,20. Et puis en fait, on a le troisième indicateur qui donne 4 classes, moins de 1,5 et plus de 5 EBE sur annuité. Donc on va faire un premier regard, on va aller vers l'optimisme total et on va aller vers les exploitations qui sont les plus productives. Elles ont plus de 150 000 euros. Elles sont très efficaces dans l'utilisation des intrants et en même temps, elles sont, pour plein de raisons, hein, elles sont peu endettées. Donc là, vous avez 14 000 exploitations. Donc c'est un calcul qu'on a réalisé sur 4 ans de la période 2020 à 2023. On l'a fait aussi sur 15 ans. Bon, voilà, on a regardé ça dans les détails. On a 15 000 exploitations en France qui sont productives, efficaces, peu endettées. Et je vais vous projeter après le niveau de revenu moyen sur les 4 dernières années de cette case typologique. Vous avez aussi, pour contraster, aller à l'opposé, des exploitations qui ne sont pas productives, pas efficaces et plutôt assez endettées.
entre nous, vous êtes en train de vous dire que c'est mal barré. Et vous allez voir que vous avez raison. Une troisième catégorie, c'est des exploitations qui sont très productives, qui sont pas efficaces et qui sont très endettées. Donc, elles sont grosses, mais pas efficaces, très endettées. Et puis la quatrième catégorie, mais en fait, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le tableau. Et c'est pour ça qu'on peut s'y repérer. On a 13 000 exploitations qui sont peu productives, efficaces, mais pas endettées. Et là, maintenant, je vais vous proposer un deuxième graphique où je vais vous projeter ce que sont les revenus de ces exploitations. Et on ne s'intéresse pas dans cette catégorie-là au type d'exploitation, à leur spécialisation. Donc, les plus productives, efficaces et peu endettées, 164 000 euros de RCAI par actif agricole familial. On va dire que ça rapporte quand même sur les 4 dernières années. Ceux qui étaient mal barrés de tout à l'heure, moins 27 000. Donc, on se demande même comment ils arrivent à rester. Les productifs, pas efficaces et endettés, n'ont pas de revenus. Et puis, les peu productifs, mais très efficaces et peu endettés, arrivent à gagner leur croûte. 30 000 euros, c'est pratiquement la moyenne nationale. Donc, ce tableau, ce n'est pas pour juger les exploitations, c'est pour classer les réflexions. C'est pour permettre à chacun, quand on rencontre des agriculteurs, de se dire, mais finalement, t'en es où dans tes cases? Et peut-être quel est ton désir pour les 10 prochaines années? Aujourd'hui, tu as telle productivité, telle efficacité, tel endettement. Donc, tu es, mettons, je dis n'importe quoi, dans cette case-là. Tu veux être où dans 10 ans? Donc, alors, je veux être plus productif. J'ai un projet, je vais être plus productif. Je vais maintenir mon niveau d'efficacité. Et puis, je ne pourrais pas ne pas être endetté parce que j'ai investi dans un retraite, par exemple. Donc, tes chances de progrès, ton chemin de progrès, c'est celui-là. Et voilà ce que gagnent les gens de cette case. Donc, c'est une façon de raisonner. Dernière contribution avant de discuter, on répartit les exploitations de chaque orientation de production. Donc, on va prendre un exemple. On l'a appliqué pour toutes les productions, mais on va prendre un exemple sur les exploitations laitières. Imaginez, vous êtes un producteur de lait en France, il y en a 40 000 autour de vous, et on va vous demander 3 critères dans votre exploitation. Premier critère, votre productivité, votre efficacité et votre niveau d'endettement. Donc, chacun remplit sa case. Et on fait le calcul sur les 40 000. On dit, voilà, la médiane pour ce critère-là, c'est tant. La médiane du groupe, c'est tant, et là aussi. Si jamais vous êtes plus productif que la moyenne, que la médiane de votre groupe, on va vous donner un plus. Donc, vous êtes positif. Si jamais vous êtes positif en productivité, mais vous êtes moins bon que les autres en efficacité, on vous met un moins. Donc, vous êtes là. Et puis après, on peut vous dire, ah oui, mais en plus, vous êtes moins bien barré que ceux endettement. Donc, vous êtes dans cette case 5. Si vous êtes dans la classe 8, c'est que pour les 3 critères, vous êtes au-dessus de la valeur médiane de votre groupe d'appartenance, c'est-à-dire les laitiers. Et puis, malheureusement, pour X raisons qu'on peut analyser, vous êtes mal placé sur les 3 critères. En fait, manque de bol, sur les 3 critères, vous êtes derrière tout le monde. Et en fait, cette méthode qui est applicable chaque année et qu'on a appliquée sur 15 ans, on peut regarder ce que ça donne. Alors, premier graphique, les effectifs. Donc, je vous ai dit, il y a 40 000 exploitations laitières. Vous en avez 5 200, elles sont en classe 8. Elles sont bien classées sur les 3 critères. Vous en avez 5 000 qui sont en classe 1, qui sont moins bien classées. Et donc, ça, ce sont les effectifs. Donc, sous-entendu, la méthode fonctionne bien pour répartir les effectifs en 8 classes. Mais le truc, c'est que derrière, vous n'avez pas les mêmes niveaux de revenus. Et vous imaginez bien que ça marche, ce truc-là. Et que quelque part, on a hâte de savoir quel est le revenu des meilleurs par rapport aux moins bons. Et on l'a là, donc vous voyez bien, il y a un gradient qui s'exprime très clairement. Ceux qui sont bien placés sur les 3 critères, c'est plutôt des laitiers, on va dire, comme on en connaît tous. Ça marche, quoi. Ça marche à tous les niveaux. Donc 75 000 euros de revenus en moyenne sur les 4 dernières années. Et puis, les moins bons, c'est 8 000. Moins bons, entre guillemets, puisque ça peut être un jugement de valeur que je n'ai pas, mais en tout cas, les moins élevés. Voilà, donc une méthode de répartition, on peut faire ça par OTEX et on peut faire ça à tous les niveaux. Donc pour conclure, j'ai 2 diapos. La première, c'est quels sont les messages principaux qu'on retient rapidement des quelques résultats livrés en pâture. Le premier, c'est qu'on n'est jamais assez rigoureux quand on parle des revenus en agriculture. On a bien vu avec l'exposé de Laurent tout à l'heure, chaque indicateur renvoie à des définitions précises que tout le monde ne connaît pas dans le débat public. Et c'est ce qui rend parfois délicat le fait de parler entre nous de la question de la rentabilité en agriculture, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de connaissances.
des indicateurs qu'on peut mobiliser pour en parler. Donc, ça nous oblige, chercheurs, mais aussi tous les acteurs du monde agricole, à être super rigoureux dans la manière dont on parle de cette notion très englobante que peut être le revenu agricole. Deuxième message clé, c'est que les revenus, finalement, sur la période récente, ben, ils sont plutôt meilleurs que ce qu'on avait entre 2010 et 2019. Donc, il n'y a pas de détérioration des revenus dans l'agriculture française, même s'il y a des périodes de tension, même s'il y a des agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie, même s'il y a des manifestations pour dire que c'est dur. On peut pas économiquement dire qu'on serait dans une période de forte dégradation des revenus agricoles. Autre point, c'est que les écarts de revenus sont quand même très importants. Donc ça nous interroge, à la fois entre types de production, mais aussi à l'intérieur de chacun d'eux. Et ces écarts de revenus renvoient à la question de que faut-il faire, docteur? Comment améliorer la situation de ceux qui s'en sortent mal? C'est absolument clair, 2 ans avant la prochaine politique agricole, que nous sommes dans une période de forte dépendance de nos exploitations françaises aux aides directes. Je dis bien françaises parce que ce n'est pas le cas dans tous les autres États. Que les écarts de revenus s'accentuent quand il y a des bonnes années entre les exploitations et que malgré tout, on dirait qu'il y a eu une très forte restructuration. On a perdu 2,1% des exploitations par an entre les deux recensements de l'agriculture. Et malgré ça, on a finalement encore de trop nombreuses exploitations qui ont un faible niveau de revenu. Et pour conclure, on a quelques éléments de rappel. Bon, faut se centrer sur les revenus. C'est important de faire, je pense, ce travail, mais on n'est pas naïf, comme on dit. Il y a de nombreux autres facteurs à considérer quand on parle de la compétitivité ou de la performance. Alors, la première chose qui est très importante, c'est que les résultats sont tous très sensibles à la variation du prix des produits, à la variation du prix des intrants et au niveau des subventions. Et que rien n'est gravé dans le marbre là-dessus pour les 10 prochaines années. Donc, il y a des sensibilités de nos analyses aux conjonctures économiques. La deuxième chose, c'est qu'on vous a parlé que de la France. Donc, on n'a pas parlé de ce qui se passait ailleurs. La vérité, c'est qu'on n'a pas fait non plus les travaux sur ce qui se passait à l'échelle européenne suffisamment. Mais il y a des choses à dire sur ce qui se passe ailleurs. On a beaucoup insisté sur le revenu, alors que pour beaucoup d'agriculteurs, le revenu n'est finalement qu'une petite variable de son raisonnement économique. Pour certains agriculteurs, la capitalisation tout au long de la vie, le fait d'accumuler d'un capital dont ils espèrent, avec plus ou moins de succès, en trouver une rétribution au moment de la retraite, est aussi une stratégie importante, surtout dans un contexte où en France, on a une grande partie de nos agriculteurs qui ont plus de 50 ans. On a un développement des formes multisociétaires qui rend extraordinairement complexe l'analyse, parce qu'on peut avoir des détenteurs de capital dans les exploitations, des propriétaires de capitaux qui ne font pas le travail. Donc, des fois, on ne sait pas à qui profitent finalement les revenus agricoles et la traçabilité des revenus n'est pas simple. Dans une exploitation, par exemple, vous avez des propriétaires qui ont 3, 4, 5, 6 SEA. Comment vous faites pour analyser son revenu in fine, alors qu'on raisonne, nous, à l'échelle d'exploitation plutôt non complexe quelque part. L'autre point, c'est que la durabilité sociale ne dépend pas que du revenu. Les sociologues nous ont avertis. Il y a une acceptation d'une hétérogénéité de revenus à l'agriculture qui est très forte. Il n'y a rien de commun entre un agriculteur qui a 5 enfants en études supérieures et un autre qui a tout hérité, qui est par exemple, célibataire. Donc, c'est des choses qui rejaillissent beaucoup sur la perception qu'on peut avoir de la pérennité potentielle des exploitations. Autre point important, c'est qu'il y a une très forte sensibilité de ces revenus à des questions environnementales et climatiques. Et on voit bien qu'il y a des années où même les prix peuvent être satisfaisants, mais si les rendements ne sont pas là, s'il y a un problème de pousse fourragère, eh bien, on peut être dans une situation dramatique. Donc, ça nécessite finalement de poursuivre ces travaux, de les compléter par tout un ensemble de questions sur lesquelles on s'engage avec pas mal de collègues. Alors, pour en savoir plus, donc on essaiera de trouver un moyen, effectivement, de vous livrer le document parce que on vous avait mis des liens cliquables, vous voyez les petits liens en bleu. Quand vous aurez le PDF, vous cliquez, vous récupérez les articles qui vous intéressent. Donc là, la première diapo, c'est un numéro spécial de la revue Économie rurale qui a été dédié aux revenus agricoles, dans lequel on avait 9 articles qui fait 180 pages en tout. Donc, il y a beaucoup de choses sur ces questions-là. Et puis après, on a une sélection d'articles scientifiques qui ont été produits au cours des 5 dernières années, qui sont également
libres de droit, enfin qui sont accessibles gratuitement par le web et que vous pouvez télécharger. Et le dernier article, on vient de le faire avec Laurent, on va faire de la pub du coup, puisqu'il est sorti dans un ouvrage qui est paru la semaine dernière que j'ai co-dirigé avec Martin Pidou, Thierry Pouche et Marine Raffray, et qui rassemble une cinquantaine d'auteurs. On a fait un bouquin très conséquent sur les politiques agricoles qui doit faire 1200 pages, donc énorme, et qui permet de comparer les politiques agricoles entre l'Europe et puis les autres pays du monde, un ouvrage dont on trouvait qu'il manquait dans le paysage. Et puis on vous a mis, parce que nous on aime bien être transparent et c'est notre boulot, les liens vers nos pages internet personnelles qui permettent d'accéder à des publications. J'ai peut-être été un petit peu long, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Un grand merci à tous les deux pour cette présentation à deux voix. Dans le chat, il y a plusieurs personnes qui ont souligné la clarté et la pédagogie de vos présentations. Alors, on a un certain nombre de questions qui ont été posées donc sur notre onglet questions-réponses. Je vois que Laurent a essayé au fil du temps de répondre à plusieurs d'entre elles. Alors, je ne sais pas si peut-être une juste, on en a plusieurs qui se rapprochaient quand même de cette question de voilà, est-ce que vous pouvez réexpliquer très rapidement pourquoi est-ce que pour vous ce revenu courant avant impôt est quand même le meilleur indicateur et bon, voilà, il y a eu plusieurs questions autour de ça et voilà de réexpliquer le schéma avec la nuance entre ce revenu courant avant impôt et les bénéfices agricoles. Alors, je vous propose peut-être de répondre à celle-là, puis après d'ouvrir un peu le débat avec des Ouais. questions justement Mais nous avons globalement 5 grosses minutes. D'accord. Donc, j'étais en train de répondre par écrit, mais du coup, je vais répondre par oral, ce sera aussi bien. Oui, je pense. Alors, il y a deux choses en fait sur pourquoi le RCAI est un meilleur indicateur que le BA. D'une part, parce que le RCAI, pour nous, il intègre, si vous voulez, on a déjà enlevé de la richesse produite par l'exploitation, on a déjà enlevé ce qui sert à rémunérer, en tout cas, une partie du foncier à travers les fermages. Alors c'est vrai que quand les terres sont en propriété, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Et comme on a enlevé aussi les intérêts des emprunts et les amortissements, quelque part, on a enlevé la rémunération du capital. Donc finalement, c'est ce qui reste vraiment potentiellement pour la rémunération de la main-d'œuvre, du travail, si ce n'est que ça peut être réinvesti sur l'exploitation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que après le RCAI, en fait, on doit tenir compte du résultat exceptionnel de l'exploitation. Donc, il va être, je sais pas moi, par exemple, une vente exceptionnelle d'un tracteur ou un achat exceptionnel, etc. Donc, finalement, enfin, ce résultat exceptionnel, pour nous, il reflète pas l'activité habituelle de l'exploitation. Et le dernier point, c'est que entre le résultat de l'exercice et les bénéfices agricoles, on a ces réintégrations et ces déductions extra-comptables qui viennent interférer entre guillemets et qui parfois représentent une forme d'optimisation fiscale et sociale. Donc ces réintégrations, par exemple, ça va être éventuellement des amendes ou des pénalités qui peuvent être payées par l'exploitation. Les déductions, ça va être par exemple la prise en compte de la dotation pour épargne de précaution, où pendant un moment, il y avait le suramortissement Macron qui faisait qu'on pouvait amortir du matériel à 140% au lieu de 100%. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est pour ça que pour nous, ça ne reflète pas bien l'activité normale de l'exploitation. Alors, je vais essayer d'en faire encore deux, voilà, dans le petit temps qui nous reste. Euh, alors peut-être enfin je vais essayer de regrouper puis de voir comment vous arrivez à y répondre. Donc là, on a, enfin, je sens qu'on a plusieurs questions sur peut-être des filières qui n'ont pas été présentées ou un peu globalement, enfin autour donc déjà de savoir s'il y a ce type de données aussi également pour l'apiculture. Et puis on a eu un certain nombre de questions autour du maraîchage, de savoir si ce que vous avez présenté, ça avait l'air d'être plutôt représentatif d'exploitation plutôt de taille importante en maraîchage et qu'est-ce qu'on a comme information sur un peu d'autres modèles avec des exploitations plus petites. Et puis je coupe peut-être, enfin une dernière question, on avait aussi une question autour de la prise en compte des exploitations qui font de la transformation, valorisation, vente directe. Est-ce que ça, voilà aussi dans les critères peut-être de performance, vous avez quelques éléments à nous partager de façon rapide. J'essaie de faire un couplage de questions. Vincent, tu veux répondre? Vas-y. Ouais, je veux bien. Bon, c'est des travaux qui sont basés sur le RICA, donc le RICA ne peut pas tout.
C'est-à-dire qu'en fait, le RICA ne prend pas en compte les exploitations de très petite dimension. Donc, pour faire vite, les exploitations qui ont moins de 25 000 euros, pas de chiffre d'affaires, mais de production brute standard. Donc, on exclut de facto, par le choix de l'outil, en fait, hein, des exploitations de très très petite taille, y compris d'ailleurs des exploitations qui parfois sont en circuit court. Donc, on n'a pas dans ce diaporama un ciblage sur les très petites exploitations. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'autres analyses à partir d'autres outils, et notamment peut-être, quand elles le sont, par les comptabilités des centres de gestion. Donc on n'a pas fait ça. Sur les apiculteurs, soyons très clairs, on n'a pas assez d'exploitation dans l'échantillon pour se revendiquer, être représentatif de cette spéculation qui a une importance en France, hein, mais qui n'est pas prise en compte suffisamment ici. Il faudrait faire des analyses. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de mémoires comparatives, mais là, pour faire ça, il faudrait passer par les comptabilités et d'harmoniser les comptabilités à l'échelle nationale entre les différents centres de gestion, ce qui n'est pas simple à faire. Donc, non sur l'apiculture. Sur le maraîchage, c'est une bonne remarque. Parce que dans le maraîchage, en fait, c'est une des spéculations où vous pouvez avoir des exploitations qui vont jusqu'à, je sais pas moi, une centaine de salariés, avec une exploitation plutôt individuelle en circuit court. Donc là, l'hétérogénéité des niveaux de revenus est éclatée parce que les modèles productifs sont extrêmement différents. Donc là, on en capte une partie de cette hétérogénéité. D'ailleurs, je l'ai montré, c'est une des spéculations où les niveaux de revenus sont les plus écartés finalement. Donc on l'intègre, mais on n'a pas de ciblage, d'ailleurs ce n'est pas l'objet, hein. On n'a pas de ciblage pour dire, voilà, les maraîchers bio en vente directe, voilà leur niveau de revenu. Ce n'est pas l'objectif de ce travail-là. Et d'ailleurs, méthodologiquement, je pense que ce sont des travaux qui sont difficiles à conduire, parce qu'il faudrait fusionner les bases de données des centres de gestion qui, elles, permettraient d'aller jusqu'à ce niveau de détail, ce que nous ne faisons pas. Et d'ailleurs, nous, comme le ministère, parce que le ministère de l'Agriculture ne publie rien, à ma connaissance, hein, sur le revenu des apiculteurs français. Jamais. J'ai jamais rien vu là-dessus. Donc, il y a des limites. Et il faut en être conscient, bien sûr. Je me permets une dernière question. Je suis désolée, on est un peu pris par le temps, mais c'est parce qu'on a bénéficié d'une présentation fournie qui va nous cadrer aussi pour la suite de cette mini-série. Peut-être une dernière question. On a plusieurs participants qui ont posé des questions un peu proches autour. Donc là, on est vraiment sur une présentation centrée sur les revenus des agriculteurs et l'évaluation de la performance économique des exploitations. On a évidemment des participants qui nous ont poser la question de la prise en compte aussi finalement des services écosystémiques et des impacts environnementaux et peut-être d'une comptabilité qui pourrait évoluer sur une prise en compte de ces enjeux-là. Est-ce que vous avez voilà, une petite ouverture à nous faire avant qu'on se quitte sur ce sujet? Bah, je veux bien J'ai vu commencer. que voilà, Laurent avait essayé de faire des réponses dans le chat, mais voilà, qu'on ne parte pas sans Vas-y, parler de Laurent, ce sujet. si tu as commencé, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, Vincent. Non, simplement pour dire que le réseau d'information comptable, c'est un outil qui a été créé en 1965, dont l'objectif était, parallèlement à la construction de la politique agricole commune, de se doter d'un outil capable de rendre compte de l'évolution des revenus agricoles. Donc il y avait un prisme d'entrée assumé qui était que cet outil devait servir à l'analyse économique. Et puis, force est de reconnaître que le RICA va évoluer et va essayer de plus en plus d'intégrer des dimensions environnementales. Par exemple, depuis 2-3 ans, on commence à utiliser le RICA pour parler des revenus, par exemple, de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. On arrive à avoir des éléments, comment dire, de plus en plus précis pour toucher les questions environnementales. Mais il faut rester humble, ça reste quand même des variables souvent compliquées, celles des pratiques agricoles. Et même si le RICA a beaucoup de variables, on n'arrive pas à aller aussi loin que ce qu'on souhaiterait dans l'utilisation de cet outil pour rendre compte des services rendus, par exemple, des services environnementaux rendus par différentes catégories d'exploitation, même s'il y a eu pas mal de travaux, y compris des thèses de doctorat, où on a essayé d'intégrer ces dimensions environnementales dans les outils économiques. Ouais. Et puis ça rend nos travaux, et puis je finis, nos travaux renvoient plus globalement peut-être à la nécessité d'avoir en complément des bilans financiers et comptables des exploitations, un diagnostic environnemental plus précis pour chacune de nos exploitations agricoles. Mais ça fait longtemps qu'on en parle et on désespère un peu.
Petit Merci. complément juste Oui, là-dessus. alors si je me permets, je pense qu'on arrive, je suis désolée, au bout de notre séquence et je suis désolée de vous couper comme ça, mais en tout cas, enfin, déjà, je pense qu'on peut vraiment vous remercier pour la clarté de vos propos et votre précision aussi dans les réponses aux questions. On aurait aimé avoir 1 heure de plus pour pouvoir continuer à débattre, je pense, mais ça n'est voilà, si vous lâchez peut-être me laisser partager la dernière diapo pour donner rendez-vous aussi la semaine prochaine. Et vous avez bien gardé aussi les contacts de nos 2 intervenants. Je pense que voilà, si vous souhaitez pouvoir peut-être interagir par ailleurs, je vais réessayer de partager cette diapo. Donc, on vous donne rendez-vous, ça ne fonctionne pas comme je veux, la semaine prochaine pour le second épisode et justement pour aller un peu plus loin dans ces questions peut-être d'évaluation des performances technico-économiques des exploitations avec des exemples justement issus des filières laitières, grandes cultures avicoles et cunicoles. Et justement, on pourra aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces mécanismes de performance économique et technico-économique des exploitations, donc avec des interventions de 3 collègues d'Institut technique, Adèle Sanson de l'ITAVI, Yannick Carrel d'Arvalise et Franck Lavédrine de l'Institut d'élevage. Un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à nos 2 intervenants qui ont parfaitement lancé notre mini-série. Et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous.